Bienvenue à une autre émission de Passion Auto. Cette semaine, on vit vraiment sa passion. On va aller visiter une collection unique à Montréal, la collection de Auto etc., où on retrouve plusieurs belles voitures italiennes. Je vous en dis pas plus long. Et parce qu'on est dans le thème de l'Italie, Johan, cette semaine, a décidé d'aller se promener dans une belle voiture de Maranello. Il se promène en Ferrari FF. Lorsqu'on pense aux exotiques italiennes, difficile d'ignorer les bolides du cheval cabré. En effet, lorsqu'on est rendu à s'acheter une Ferrari, c'est souvent parce qu'on a travaillé bien fort ou que notre père est riche. Hey! Mon père, c'est le gars le plus riche au Québec! Chaque modèle de Ferrari remonte à Enzo, ce pilote de course qui avait la course automobile et l'ingénierie dans les veines. Voilà pourquoi chaque modèle de la marque est vu comme une œuvre d'art, des voitures exclusives qui passent plus de temps à l'intérieur d'un garage chauffé que sur la route. Mais est-ce possible de rouler une Ferrari à l'année, s'en servir comme modèle familial en hiver pour aller faire l'épicerie? Mais voyons, t'achètes pas une Ferrari pour une famille? Ferrari FF 2015. Une Ferrari familiale, ça coûtait combien, ça? 400 000? OK, puis pourquoi ça a la forme d'une Civic hatchback 92? Ça, mon chum, là, c'est la première Ferrari qui est supposée d'être daily driveable. T'emportes les enfants en arrière, tu vas au ski avec eux autres, les 4 roues motrices, envoie dans la neige, mets ton stock d'hockey là-dedans. Laisse faire pour le stock d'hockey, ça fit pas. Mais à la place de ça ne tentait pas de produire un VUS comme tout le monde? Là, ça s'en vient. Quoi? Non, ça s'en vient. Il va avoir la Ferrari SUV, ça s'en vient. En effet, Ferrari a comme projet la Puro Sangue, un vrai VUS qui se vendra aux alentours de 400 000 De quoi faire une deuxième mort à Enzo Ferrari directement dans son cercueil. Mais revenons à la FF, qui signifie Ferrari 4 et qui ne remplace pas un VUS, mais qui a vraiment été conçu pour les acheteurs de Ferrari qui voulaient se rendre aux pentes de ski avec leur enfant. Il s'agit d'ailleurs de la première Ferrari à incorporer un système à 4 roues motrices que le constructeur nommait 4RM, inspiré d'un système qui avait été d'abord introduit sur le concept Ferrari 408 4RM en 1987. Ça fait des chiffres, ça? Commence à être une affaire de diction juste à dire des chiffres 408 4RM. C'est pas sexy, là. Tu peux pas vendre ça d'un côté marketing. Le rouage intégral de la FF est assez particulier. En fait, c'est complexe. Le système ne fonctionne en se basant sur une deuxième transmission. Celle-ci ne s'active que durant les 4 premiers rapports et n'envoie que 20 % du couple disponible aux roues avant. Sans ça, c'est une voiture à propulsion. OK, fait que c'est un peu de la merde pour le climat du Québec, finalement. Hey, 650 chevaux, 504 livres de torque, c'est un V12, 6,3 litres. Je veux dire, nomme-moi un autre véhicule familial qui est aussi puissant. Le Trackhawk? Ouais, mais à part un Trackhawk, là. Lamborghini Urus, BMW X5M Compétition, BMW M5 CS, Tesla Model X-Plate, Aston Martin DBX 707. OK, peut-être. Il n'y en a pas un là-dedans qu'un V12. Alors, on oublie tous les petits bras alentour du volant, l'essuie-glace, on oublie aussi le clignotant. Tout est sur le volant. Alors, vous gardez les 2 mains sur le volant, ce qui est une très bonne chose à bord d'une Ferrari FF durant l'hiver, que le 4 roues motrices se désactive après la 4e vitesse. Alors, bonne chance l'autoroute dans une tempête de neige. On remarque ici le klaxon directement au volant, les clignotants directement au volant, mais aussi la petite touche ici qui est la sélection des modes de conduite, où il faut désactiver, bien entendu, le traction control pour avoir du plaisir, parce que je peux vous garantir qu'en mode wet ou neige, impossible de faire déraper la voiture. En tout cas, pas volontairement. Bon. C'est sûr qu'on peut pas avoir une FF en manuel. En fait, on peut pas avoir de Ferrari manuel, mais ça reste que c'est une manuelle. Alors, les changements de vitesse peuvent se faire avec les leviers ici ou en automatique. Ça reste que c'est une transmission avec une bonne vieille clutch. Ce que je déplore, par contre, c'est qu'ils suivent pas le volant. Alors, à un moment donné, t'es en courbe, tu veux downshifter, tu peux pas. Et voilà. Fait que, tu sais, t'as un char de 400 000 $, puis tu peux même pas downshifter quand t'es dans une courbe. Aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le passager a entièrement tout pour s'agripper quand le conducteur est un petit peu trop téméraire pour la voiture ou que ses capacités de conduite sont complètement inacceptables pour la voiture qu'il a dans les mains, ce qui peut arriver assez souvent avec plusieurs millionnaires qui n'ont jamais eu de cours de conduite sur une piste.
On a 2 Holy bars de chaque côté. Et aussi à ses pieds, on a un Holy Shoes Racket. Je sais pas comment on appelle ça. Un toit panoramique, une grosse vitre, une baie window pour le plafond. Ça look. Il y a aussi les petites lumières ici, comme en F1, pour shifter. Ça, c'est cool, ça. Ça fait sport. Ça fait genre de course. Avec les kids en arrière, les skis sur le top. Envoyer les enfants. On s'en va en ski. C'est beau et riche. Et pour finir, la voiture est quand même équipée des freins carbone céramique. Et comme diraient les Italiens, des freins carbonara. On va démarrer la bête. Wow! T'entends le ronronnement d'un V12. C'est des petits boutons. Il faut s'habituer avec les petits boutons. On va te dire, quand t'embarques là-dedans, là, t'es complètement déstabilisé. Il n'y a rien qui fonctionne comme une Honda Civic. Et on décolle. Whoop. Traction Control qui embarque. C'est moyen de désactiver ça. Et voilà. Ouais. OK, c'est un 4 roues motrices. OK. Comment planter un char de 400 000 $ au premier virage? On va prendre un petit bout avant de m'habituer. Je sens pas qu'il y a 4 roues motrices. Je dérape un peu. Vous me sentez peut-être un peu plus pogné que d'habitude, là, mais tu sais, je suis dans un quartier résidentiel pour pas rouler trop vite. Bon, moi, vous avouez que le propriétaire veut pas que j'aille sur la grande route avec. Je sais pas pourquoi. Mais à quel point, en ce moment, c'est frustrant d'être dans un quartier résidentiel, sur de la neige, avec un bolide de 650 chevaux. Des dérapages contrôlés à 30 km/h. Le plus beau jour de ma vie. Bah, si vous voulez mes impressions de conduite, à 31 km/h, la voiture est super confortable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit autocollant dans la porte qui dit la vitesse maximale avec des pneus d'hiver est de 270 km/h. C'est assez vite. Ça reste qu'il faut donner à Ferrari qui ont quand même osé faire un véhicule 4 roues motrices, familial, exotique. Ce qui est quand même cool quand tu y penses. Pour de vrai, je comprends le monde de Ferrari qui disait que c'était une voiture pour le quotidien. Sincèrement, la voiture est agréable, est puissante, est confortable. Il y a de l'espace dans le coffre, il y a de l'espace à l'arrière pour les jambes, pour les enfants, et la visibilité. On s'entend que dans les super voitures, en temps normal, la visibilité est exécrable. Mais là, tantôt, j'ai reculé, on voit tout. C'est quand même une belle formule. 4 places, avec les enfants là-dedans, sur des sièges que tu voudrais pas échapper du chocolat. Je parle par expérience, là. Moi, j'embarquerai pas mes enfants en arrière. New. Oh, c'est sec, ça. Ça marche. Non, c'est de la bagnole. Alors, pour ce qui est du 4 roues motrices, ça reste que c'est, encore une fois, 20 % à l'avant et le reste à l'arrière. Alors, est-ce que ça se fait de conduire cette voiture-là à l'hiver? Oui. Est-ce que c'est idéal? Vraiment pas. Mais en même temps, il y a du monde qui conduit des BRZ à l'hiver, qui est seulement propulsion. Fait que le petit 4 roues motrices qui est là, c'est vraiment pour aider de sortir d'un bourbier. Mais là, la personne qui annonce un 20 cm de neige, prends ton Porsche Cayenne, mon grand, parce que tu feras rien avec cette voiture-là. Oh oui, non, ça reste une belle machine, pareil. C'est sûr qu'à l'été, là, tu veux ça. Ouais, là, je commence à être habitué, par contre. Ça commence à être le 1, plaisant, mais surtout 2, dangereux. Puis en plus de ça, j'ai envie. La Ferrari FF est donc très fascinante et le fait que Ferrari ait eu le culot de commercialiser une voiture du genre mérite le respect de tout le monde.
Mais on va se le dire, ça reste une voiture très nichée. J'imagine mal une famille partir à moins 30 à l'hiver pour aller skier dans une FF. Or, tout comme les autres Ferrari, il s'agit d'un jouet très cher et très exclusif qui, malgré ses prouesses hivernales, finira par rouler que très peu durant l'année. En effet, chez Ferrari, on s'en sort pas. Ces voitures sont considérées comme des gros bibelots, très dispendieux, qu'on vient de battre dans le calcium. T'en connais-tu d'autres des Ferrari, toi, battus dans le calcium de même? Non, hein? Moi, je l'ai fait. Puis je regrette rien! À notre reportage aujourd'hui, on vous amène à un endroit très spécial. Ça s'appelle Automobile, etc. En fait, c'est à Montréal et c'est plusieurs choses sous le même toit. Et je m'explique, vous avez beaucoup de voitures qui sont à vendre. Donc, au grand public, tout le monde peut les acheter. C'est aussi un club privé et les membres ont leur voiture ici. Et pour vous expliquer tout cela en un peu plus de détails, je vous invite à aller rencontrer le directeur général de Automobile, etc., Andrew Meyers. Bienvenue chez nous. Bien, bienvenue à l'émission Passion Auto. C'est gentil. Écoutez, vous avez un endroit vraiment extraordinaire. Vous avez des voitures à vendre, vous avez des voitures en entreposage. Vous avez même un programme qui s'appelle Drive a Dream. Oui, effectivement. Expliquez-nous ça un peu. C'est quoi ça, Drive a Dream? Drive a Dream, c'est un programme qu'on a lancé il y a quelques années où est-ce qu'on a des voitures, certaines voitures dans notre collection. On en a une là. Présentement, La MC20. ça, c'est un excellent exemple. Ouais. On a la MC20 cette année. On donne la chance pour nos membres de conduire ces véhicules. Donc, ils peuvent louer, OK. effectivement. Donc, on le loue, quoi, quelques jours, quelques semaines? Normalement, c'est un mois. OK, un mois? Oui. Ah, quand même, on a le temps de la rouler en un mois, là. C'est sûr. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, voir les voitures qui sont à vendre. Et ça, c'est pas juste pour les membres, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. OK, parfait. Oui. On y va. Côté public, on a un choix de plein de véhicules avec différentes gammes. OK. On a des voitures neuves, on a des voitures des classiques, on a des voitures américaines, des voitures importées. C'est un beau mélange. Oui, oui. Mais ce que je remarque de vos voitures, c'est qu'elles sont toutes dans un état impeccable, là. C'est clair et net que les exemples que vous voyez, c'est des exemples parfaits, le plus parfait que tu peux avoir pour un 79 exemple. Oui. Même ici, là, vous avez une Trans Am 1987, je pense. C'est un 87. Vous avez raison, un GTA. Il y a 469 000 dessus. Là, on voit, il y a un bel échantillonnage. Est-ce que ça, c'est toutes les voitures ou il y en a d'autres qu'on ne voit pas qui sont ailleurs? Il y en a quelques-uns qui sont encore en réparation ou en detailing. Donc, avant que ça rentre dans le showroom ici, l'état, il faut être impeccable. Donc, quand vous l'achetez, si ça ne répond pas à vos critères, vous la mettez au bon niveau avant de l'amener sur le plancher. C'est sûr. Donc, il est à l'état de neuf, Oui. même si c'est un véhicule qui a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et ces modèles-là, vous les avez achetés à travers, bon, vous disiez des contacts, tout ça. Est-ce que vous allez dans des encans? Vous avez des réseautages avec les membres aussi? Oui, on a des membres, un réseautage des membres. On s'en allait à les encans aux États-Unis. On fait aussi consignation. Il y a des personnes à Montréal, à Québec, n'importe où, qui veulent vendre leur véhicule, puis ils aiment la façon qu'on fait. On fait une discussion, puis on s'entend sur un prix qui est juste pour tout le monde. Oui. Et là, on peut pas cogner à la porte. Bonjour, je m'en viens voir des autos. Il faut prendre rendez-vous. C'est sur invitation. Malheureusement, oui, il faut faire ça. Oui. Parce que, bon, c'est aussi un club privé, donc on essaie de garder l'endroit assez discret. Oui. Bien, écoute, merci beaucoup, Andrew. Merci. Nous, on va aller voir le coin mécanique tout au fond, derrière.
Ce que vous voyez derrière le rideau noir, en fait, c'est l'espace pour les membres. C'est l'entreposage pour les véhicules durant l'hiver. On nous a demandé de ne pas filmer, évidemment, parce que c'est privé. Mais on peut avoir plusieurs dizaines de véhicules. On a installé d'ailleurs récemment des treuils pour pouvoir maximiser l'espace qu'on a ici. Par contre, ce qu'on peut vous montrer, on va aller le voir, c'est l'atelier mécanique qu'on a ici, chez Auto, etc. Alors, c'est ici que la magie se passe. On est dans l'atelier mécanique et comme vous le voyez, c'est un peu un pot-pourri. On a de tout. On a des véhicules du Ferrari Challenge dont on vient faire l'entretien. On est en train, sur un autre des treuils, de restaurer une vieille Maserati Bora qui appartient à un membre ici. Mais l'atelier est accessible à tous. C'est-à-dire que si vous avez acheté un véhicule ici, que vous voulez faire l'entretien, il n'y a pas de problème, on peut venir. Les membres, évidemment, y ont accès. Mais vous pouvez aussi venir faire un changement d'huile sur une Toyota Camry. Il n'y a pas de problème. Évidemment, les gens ici sont des spécialistes parce que quand on joue dans des moteurs de Ferrari, de Maserati, de Bentley ou de Mercedes, il faut savoir ce qu'on fait. Mais c'est l'endroit de confiance chez Automobile, etc., pour tous ceux qui ont à faire l'entretien ou des réparations sur leur véhicule. Alors, vous le savez, tous les passionnés automobiles aiment aussi la course automobile. C'est pour ça qu'on a ici 2 simulateurs de très haut niveau pour servir les membres, mais aussi, il y a beaucoup d'événements privés qui ont lieu ici, des soirées. Donc ça peut servir de belle excuse pour avoir une soirée très intéressante. On a des espaces pour manger, on a un bar, on a même un salon privé. On a également des salles de conférence, des espaces de travail. Donc, quelqu'un peut passer ici plusieurs heures et se divertir de différentes façons. Alors, ça termine notre tour de chez Automobile, etc. Ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est que l'endroit est accessible. Les voitures ici, pour la plupart, sont à vendre. Donc, vous pouvez venir voir le site vous-même en prenant rendez-vous. Cette semaine, à notre chronique Entretien, on va parler de quelque chose qu'on ne fait pas soi-même, mais avec laquelle on a à l'occasion des problèmes ou du remplacement. On parle de suspension. Salut, Hugo. Salut, Benoît. Bon, on a la suspension type bouteille, là, d'un côté, qui est sur la table, et la McPherson. Parle-nous de la première. Dans quelle occasion c'est utilisé? Oui, pour commencer, les amortisseurs style bouteille sont utilisés sur les camions 2500 et plus, aux 4 roues. OK. Sinon, pour les véhicules conventionnels, souvent sont utilisés pour l'arrière. Donc, plus simple, mais qui est capable de travailler fort, de supporter lourd. Là. C'est ça. On peut même en avoir pour les camions qui sont plus résistants quand on remorque ou qu'on utilise notre camion OK. surchargé. Type McPherson, c'est maintenant presque la norme à l'avant pour la majorité des véhicules qu'on a sur la route. Là. Oui, c'est un amortisseur qui est complet, qui est avec le ressort, le plateau, donc... Tout est intégré. C'est ça. OK. Avant, les gens changeaient juste l'amortisseur ou juste une pièce. Maintenant, on change beaucoup plus d'unités complètes parce que souvent, exemple, on avait un plateau qui était défectueux. Ouais, le ressort est affaissé, puis il faut le remplacer un peu plus tard. Fait qu'on sauve beaucoup de coûts de main-d'œuvre en changeant l'unité au complet. Et on en profite, là. Des fois, on remarque pas quand notre suspension s'affaiblit, que le ressort un peu s'affaisse. Mais si vous prenez un obstacle sur la route, un dos down, puis que le devant sautille pendant 60 mètres après, c'est probablement le temps de changer votre suspension. Oui, on devrait faire vérifier la suspension aux 80 000 km. OK. Puis, une suspension qui est abîmée peut causer d'autres problèmes. La qualité de freinage, puisque le poids est transféré, exemple, plus à l'avant. Donc, les freins travaillent moins bien. On a la stabilité du véhicule. Oui, ça, c'est important. Si on freine ou qu'on tourne puis que le véhicule vacille, on peut avoir un accident. Là. Donc, c'est dangereux. Il y a le confort aussi qui est touché. Oui. Puis souvent, les gens s'en rendent pas compte. Puis c'est au remplacement qu'ils se rendent compte qu'il était usé. Là. Donc, le chiffre à retenir, c'est 80 000 km. 80 000 km, c'est une inspection. Bon, il y a eu dans le passé certains modèles comme la Mazda 3 qui ont connu des problèmes et il existe des pièces de remplacement de meilleure qualité. Oui. Exemple, le Mazda 3, le plateau de suspension arrière brisait beaucoup parce que c'est un plateau en aluminium pas très solide. Un métal cheap, là. Exact. Dorman ont sorti une autre pièce, beaucoup plus solide, en fer, qu'on ne remplacera pas. Là. Juste au poids, on voit la différence. On voit très bien la différence. Donc ça, c'est une solution.
Finalement, Hugo, il y a les fameuses suspensions à air. Il y a maintenant des systèmes de remplacement qui sont de meilleure qualité que ceux d'origine. Oui. Souvent, les gens pensent que les suspensions à air, c'est juste sur les véhicules de luxe. Mais de plus en plus de produits, exemple Chrysler, avec leur Grand Cherokee, leur Ram 1500, qui ont une suspension à air. Puis Arnott sort des amortisseurs avec certaines petites corrections de bris qui étaient causées. Évidemment, pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup de problèmes avec ça, mais c'est un petit peu amélioré. OK, donc c'est mieux que ce qui se fait. Puis évidemment, le climat chez nous est difficile pour des suspensions à air parce que de la condensation, les compresseurs, ça peut poser problème. C'est ça. L'idéal, c'est pas notre climat. OK, c'est la Californie. Oui. OK, merci Hugo. Cette semaine, dans les manchettes qui ont retenu notre attention, Ford a laissé entendre qu'on voulait tripler la production du F-150 Lightning. Ford est conscient que malgré le prix quand même assez élevé qu'on vend le modèle F-150 Lightning, la demande est là. Et là, on a un peu peur de perdre des gens qui vont soit aller voir ailleurs, soit attendre encore 2-3 ans avant d'acheter un véhicule électrique, et c'est le cas pour beaucoup de gens. Donc, on vise à fabriquer pas moins de 150 000 Lightning pour 2023. Et du même coup, on a annoncé qu'on voulait doubler la production des Mustang Mach-E pour en fabriquer plus de 210 000 en 2023. Donc, reste à savoir si on sera capable de les produire, parce qu'entre l'intention et la fabrication, il y a un pas. Il faudra voir si on va suivre de ce côté-là chez Ford. Parlant d'électrification, Lamborghini va passer à l'électrification, mais peut-être pas de la manière que vous pensez. On a présenté le prochain moteur du successeur de l'Aventador, appelons-le comme ça. Le projet s'appelle le LB744. En fait, c'est le nom qu'on donne au véhicule pour le moment parce qu'on ne l'a pas officiellement baptisé. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un moteur V12 qui, à lui seul, fait 814 chevaux. Et on ajoute à ça, pas un, pas deux, mais 3 moteurs électriques. Donc, on aura un total de 1000 chevaux. C'était surtout d'amener l'électrification au service de la puissance du côté de chez Lamborghini. Et ça, avec 1000 chevaux, on est à la bonne place. Alors voilà, ça complète un peu nos manchettes cette semaine. La semaine prochaine, on vous amène dans le coin de Noyant chez 2 collectionneurs qui possèdent, entre autres, la voiture de Harry Potter. Et notre ami Simon Dion sera au volant de la Chrysler 300. Bonne semaine à tous. Bye bye.